m'aviez connu en ces années 40, vous auriez découvert la rebelle motivée par l'évidence du refus et de la nécessité d'organiser la réplique. Alors oui, la résistance fut mon camp. Dans les maquis, nous étions quelques jeunes en rupture de société, clandestins et silencieux qui rêvions notre avenir dans une Europe sans frontières, où chacun se reconnaîtrait selon sa culture et sa langue, en attachement et fidélité au territoire qu'il a vu naître. Nous rêvions d'une Europe des peuples. Terroriste pour certains et digne du peloton d'exécution, et finalement décoré de la médaille de la résistance au sortir de la guerre, je savais que mon chemin me conduirait inéluctablement à dénoncer les atteintes à l'intégrité de la vie et à la dignité. Je comprenais que les murs les plus contraignants et les plus violents n'étaient pas les murs des prisons, ni ceux de béton, de pierre ou de fer qui vous opposent un obstacle physique, mais ceux qu'une quelconque dictature vous force à porter en vous-même. Le mur de l'intolérance et de l'apartheid, celui de l'argent et celui du mépris, pour lutter contre les murs frontières qui séparent, qui enferment et qui isolent. Il faut commencer par abattre les préjugés que nous portons en nous et ne jamais retenir l'élan qui nous pousse vers l'autre. Comment des hommes peuvent inventer des trucs pareils pour se détruire entre eux? J'ai amené un film à François qui avait été pris par un... Mais ça doit être celui-là. Ça doit être celui-là. Je l'avais apporté comme argument pour François, parce que quand je lui racontais, et il me disait, mais tu te laisses manipuler. Et je lui dis, mais enfin, quand on regarde ce film, et quand on voit ce film, tu ne peux pas dire que je me laisse manipuler, cet homme, il est mort. Cette femme, c'est horrible, cette image. Et tu ne peux pas dire que c'est de la manipulation. Et c'est là où il a changé sa façon de voir. Enfin, comment on peut tolérer des choses comme ça? Cette population a été sacrifiée à des intérêts financiers, des intérêts politiques qui sont de très mauvais aloi. Et l'argent rend fou. Le profit rend fou. Les hommes sont fous. On cherche la véracité du témoignage et quand on la trouve comme ce document, à ce moment-là, c'est une révolte intérieure, et une révolte intérieure qui doit exploser. Et cet acharnement que j'ai mis à faire entendre la voix des Kurdes, c'était le résultat de cette révolte intérieure qui m'habitait devant des choses comme celle-ci. En parcourant le monde avec François depuis 1947, j'ai rencontré les puissants de tous les pouvoirs. Les rois, les chefs d'État et leurs cours respectives, les présidents des grandes institutions, des grandes entreprises et des partis politiques. J'ai été reçu par les premières dames de tous les pays et j'ai accueilli des personnalités au plus haut de leur gloire, d'abord à la maison, puis à l'Élysée. Mais je n'ai jamais été grisée et je ne suis jamais restée sourde aux discours des victimes du système. Tout naturellement, je me suis rapprochée des peuples révolutionnaires qui voulaient changer le monde. La diplomatie n'est pas mon fort et j'appelle un chat, ce qui me vaut de nombreux détracteurs. J'essaye d'expliquer le pourquoi d'une situation, ce qui ne veut pas dire que j'en approuve les portées. J'essaie de faire comprendre, pour l'avoir vécu, que toute résistance assimilée au terrorisme est la plupart du temps due au terrorisme d'État ou aux ambitions impérialistes qui mettent les populations dans l'impossibilité de s'épanouir. Le gouvernement chinois me condamna pour avoir donné notre temps de parole aux Tibétains à la tribune de l'ONU. Les dirigeants turcs me montrèrent du doigt pour avoir dénoncé leurs agissements à l'encontre des populations kurdes. Je suscitais également la colère du précédent roi du Maroc en manifestant de l'intérêt pour la reconnaissance des Sahraouis et pour leur revendication de vivre sur leurs terres. Je peux m'enorgueillir d'avoir participé avec la Fondation France Liberté à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela en parlerait mieux que moi.
Il raconterait les rencontres de Dakar en 1987 et de Marly-le-Roi en 1989. Mettre face à face des représentants de l'ANC et ceux de l'apartheid n'était pas chose facile. Mandela était encore en prison, mais sa voix nous parvenait tout au long de ses premières rencontres. Ce fut un premier pas qui favorisa les négociations ultérieures et le processus de paix. Le moment était venu et ce petit déclic engagea un grand changement. France Liberté, la fondation que j'ai créée en 1986, reconnue d'utilité publique et accréditée du statut consultatif auprès de l'ONU, m'ouvre enfin des tribunes qui résonnent de mes interrogations. C'était une façon de m'inscrire dans la démarche du contre-pouvoir souhaitée par François dès son accession au mandat présidentiel. On fait soi-même son avenir. Vous savez, quand j'avais 17 ans, quand j'étais jeune, ce qu'on appelle la jeunesse aujourd'hui, on n'avait pas d'avenir. Hitler nous avait promis le fascisme pour 1000 ans. Et on était aux 4 premières années en France. 4 ans. C'est court. Et on ne savait pas si ça allait être demain, ou si ça allait être dans 10 ans, ou ça allait être dans 20 ans, ou ça allait peut-être toute ma vie. Et toute ma vie, vivre en essayant de résister à quelque chose qui vous broyait. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ils sont dans la même situation. Et moi, quand je préconise beaucoup l'esprit de résistance, dire non, ne pas prendre argent comptant tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on veut bien vous faire avaler, et tout discuter. Bon, souvent, c'est agaçant pour mon entourage. Ma mère, quand j'étais petite, me disait « arrête de protester ». Eh bien, souvent à la Fondation, ils me disent « vous êtes quand même un peu trop radical ». Mais j'ai mis « il faut l'être, pour obtenir le minimum, il faut être très radical. » Et vraiment opposer une force sans concession. Et bien aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle se trouve dans cette situation. Et d'ailleurs, elle le démontre. Depuis peu de temps, on a des réactions de tous ces jeunes sur les grandes places, le printemps arabe, etc., etc. Ça prouve qu'aujourd'hui, ce système a tellement exagéré dans la démesure, a tellement pressuré non seulement la vie humaine, les richesses humaines, mais les richesses naturelles, qu'aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui s'est dit « halte là, assez, ça suffit ». Eh bien, ce mouvement, nous, on y travaille. Moi, je peux dire, j'y ai travaillé toute ma vie. Même quand François était au pouvoir, même quand, pendant la 4e République, il a été ministre plusieurs fois, chaque fois, je réagissais aux mesures qui étaient prises en disant « mais pourquoi ?» Je posais des questions. Je n'étais pas comment dirais-je, une contestataire permanente, mais je posais toujours les questions qui gênaient, les questions auxquelles il ne m'apportait pas de réponse. Bon. Et ça comment dirais-je, construit peut-être le personnage que je suis aujourd'hui, et surtout ça a construit la fondation et tous ceux qui sont autour de moi dans cette fondation. Si j'ose prendre ici le risque de dire que j'ai toujours voulu donner au bon sens la place qui lui revient dans l'édification du bonheur, l'organisation de la société, bref, la politique, le véritable écueil reste celui de ne pas être entendu de ceux qui nous dirigent, pas plus que de leurs conseillers, élevés à l'école de la pensée unique, au mépris de tout principe humaniste, solidaire dans le respect de la vie. Mes amis socialistes au gouvernement n'ont pas manqué de me faire des recommandations afin que je limite mon engagement à des œuvres humanitaires. Pour eux, je devais cesser de faire de la diplomatie parallèle et taire mes idées politiques. Obéissante et un peu meurtrie, j'ai engagé France Liberté dans le soutien à des projets de terrain en partenariat avec des associations locales. J'ai cependant gardé les yeux grands ouverts et l'écoute attentive. La Fondation mena alors des campagnes d'alphabétisation au Salvador et en Afghanistan et pénétra les milieux révoltés de la population. En Afrique, nous creusions des puits et bâtissions des dispensaires. Au Kurdistan, nous construisions des écoles. Et en Afghanistan, nous lancions des campagnes d'information pour la lutte contre le sida. Pour tous, nous avons rédigé en 17 langues le passeport contre le racisme. Mais surtout, nous tissions des liens, favorisions des rencontres. Les témoignages affluèrent aussi bien du Mexique, du Guatemala, de l'Argentine, de l'Uruguay, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de la Bolivie, des pays de l'Est et de l'Asie.
En référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous dénoncions, nous plaidions, nous lancions des appels, nous interpellions les chefs d'État. Vous savez, la formule, faire des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue en les poursuivant, moi, ça a été le ciment de ma vie, en définitive. J'ai toujours rêvé l'impossible pour pouvoir atteindre un petit quelque chose. Et à la Fondation, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de construire sur la base de réalité. On nous traite souvent d'utopistes, de farfelus. On a quand même un certain bon sens qui ne nous fait pas aller jusqu'à l'impossible, mais qui nous fait au probable, au possible, à ce que l'on peut atteindre, un objectif. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de sortir de ce système délétère, fondé sur une fausse valeur illusoire, qui est l'argent, alors que nous, on veut construire le monde de demain sur les vraies valeurs de force de vie, ce que signifie le mot valeur, et mettre en partage tous les biens communs du vivant, pas seulement de l'humanité, mais de la faune, de la flore et de tout ce qui représente la vie sur cette terre, pour qu'au moins chacun ait sa part de vie naturellement. Bem-vinda. E aí, como é que tá? Meu pai, seu Francisco, meu père de prefeito. Foi boa viagem? Caixa uma sombrinha. Bon voyage. Ei, caramba! Le système actuel prétend que c'est un pays pauvre au PIB zéro. Et quand on entend et quand on voit comment vivent cette population, on se dit mais ils sont très riches et ils reconnaissent qu'ils sont très riches. Nous avons une terre, nous avons une forêt, nous avons de l'eau, nous avons du soleil, nous avons la chaleur, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre dignement, alors qu'on ne nous dise pas qu'on est pauvre. Mais dans le système, ils sont catalogués comme pauvres. Et ils relèvent le défi, ils disent nous on va vous faire la démonstration que nous sommes riches et on va vous dire pourquoi. Oui. Cette réflexion altermondialiste que nous menions au début des années 2000 s'est trouvée alimentée, au courrier de la Fondation, par un afflux massif de témoignages relatant l'inquiétude des populations au sujet de l'accès à l'eau potable. La guerre de l'eau de Cochabamba en Bolivie a fini de me convaincre et j'ai décidé de donner un autre cours à la vocation de la Fondation. Les statuts furent modifiés et la Fondation entreprit ses premières actions avec pour objectif de sortir l'eau, cet élément vital, de tout processus commercial. L'eau n'est pas une marchandise, devant notre slogan. Nous étions convaincus de la justesse de ce combat. 3 jours sans eau et c'est la mort. Une seule gorgée d'eau polluée et c'est aussi, dans bien des pays, la maladie infectieuse mortelle. Priver un homme, une femme, un enfant d'eau potable, c'est un crime. Et cela devra un jour être dénoncé avec d'autant plus de vigueur que c'est dans certains pays un crime d'État. C'est pas une richesse, ça? Ce fleuve? Elle est présente, cette guerre de l'eau, parce que il suffit de regarder autour de soi. Demandez-vous pourquoi les Chinois ne veulent pas quitter le Tibet. C'est tout simplement parce que toutes les sources des grands fleuves qui arrosent l'Asie partent du Tibet. Et celui qui est maître des sources du Tibet, il est maître de toute l'Asie. Pourquoi la guerre en Irak? Alors on nous a dit c'est pour ramener la démocratie. On veut bien le croire. Alors c'est peut-être pour le pétrole. C'est pas vrai. L'eau, c'est que au Kurdistan, les fleuves, le Tigre et l'Euphrate, partent du Kurdistan et arrosent tout le Moyen-Orient. Et celui qui est maître du Tigre et de l'Euphrate, il est maître du Moyen-Orient. Ouais. Demandez-vous pourquoi les bases militaires américaines se situent toujours au lieu où elles sont. C'est tout simplement parce que dessous, il y a les nappes phréatiques les plus importantes du continent sur lequel elles se placent. Elle est là, la guerre de l'eau.
Et actuellement, elle est déguisée, personne n'y pense, mais nous savons qu'elle est là. Et que quelqu'un défende sa source, il y aura une véritable guerre des armes. Quand on pense qu'il y a des multinationales, à Soweto par exemple, qui ont fermé les fontaines publiques parce que c'était de la concurrence déloyale avec leurs propres fontaines, où on pouvait aller qu'avec des cartes prépayées, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. La vie, c'est un tout. Il y a non seulement la vie de l'humanité, mais il y a la vie de la faune, la vie de la flore, la vie de la terre. L'eau, elle est à l'usage de tous, de toutes les formes de vie. L'homme ne peut pas se l'approprier pour arroser telle plante et laisser mourir telle autre, pour faire payer l'eau à une population en laissant mourir une autre population qui ne peut pas, qui n'a pas d'argent pour payer. Non, c'est pas ça. L'eau, elle doit être accessible à tous. Alors, à l'occasion de tous les travaux que nous avons faits dans les ateliers des forums sociaux mondiaux, où d'autres associations travaillaient sur le même thème que nous, on s'est tous rassemblés et on est arrivé à une déclaration commune en 12 points, dont on a sorti 3 principes fondamentaux, qui sont que l'eau n'est pas une marchandise, donc personne ne peut se l'approprier pour en faire un profit personnel. Elle doit être rendue à la terre suffisamment en bon état, saine, pour que les générations suivantes puissent l'utiliser sans dommage. Elle doit être gérée par les pouvoirs publics qui ont le sens de l'intérêt général et pas le sens de l'intérêt privé. Donc tout le monde doit avoir accès à l'eau. Et puis surtout, elle doit être inscrite dans les constitutions comme un bien, un droit de l'homme. Prix Nobel, qu'est-ce que j'en pense? C'est évidemment une distinction qui honore beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est plus la personne ou l'organisation, parce que si je peux m'exprimer comme ça devant vous aujourd'hui, c'est parce que derrière moi, j'ai la fondation. Toute seule, j'aurais pu faire des choses toute seule, mais je ne crois pas que ça aurait eu l'impact que ça a aujourd'hui. Je suis à l'image de ma fondation. J'ai peu de moyens, mais de nombreux amis. Je ne parle pas de mes amis historiques. À mon âge, on en a beaucoup. Je parle de mes nouveaux amis, de campagne. Ils se reconnaissent comme les nouveaux résistants à l'ordre néolibéral, les bâtisseurs d'un monde où chacun trouve sa part de vie, de liberté et d'action, les expérimentateurs de solutions alternatives aux problèmes du temps. Qu'ils se rassemblent, s'unissent, fusionnent partout dans le monde pour mettre un terme à la dictature économique et financière, suppôt des dictateurs politiques. Celle-ci semble être enfin ébranlée par la colère des peuples. C'est heureux, mais ce n'est qu'un début. Je souhaite de tout cœur que nos propositions en faveur des biens communs du vivant soient comprises de tous et participent à l'urgente et indispensable métamorphose de la société humaine vers une nouvelle civilisation. Je ne sais si un jour lointain, un homme trouvera au fond d'un grenier, au pire, ou d'une bibliothèque au mieux, ce texte. Il ne saura sans doute pas qui était cette Danielle Mitterrand. Oh, cela me dit quelque chose. Un minuscule hommage posthume. Ce que j'ai fait dans ma vie ne mérite sans doute pas mieux, et je ne saurai jamais si le monde de demain ressemble à celui dont je rêve pour mes petits et arrière-petits-enfants. Ce rêve compte plus pour moi que le futur souvenir d'un lecteur occasionnel. Il m'a porté toute ma vie, mais il est trop grand pour tenir dans une petite bouteille.
c'est une voix qui vous parle, hein, elle n'a pas de visage. C'est comme si j'étais chez Marcos. Je suis commandant Marcos et que j'ai un passe-montagne. C'est l'idée qui passe, c'est pas le visage, c'est pas la personnalité. Mais il faut que l'idée soit forte et soit bonne, et qu'elle soit bien fondée sur une réalité.